Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau live psycho du Crous d'Aix-en-Provence. Voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte comme d'habitude. Ce soir, on va parler d'un thème qui va un peu clôturer notre chapitre sur la relation de couple, à savoir, on va parler de la rupture. C'est pas le sujet le plus simple à aborder et le plus agréable surtout à vivre, mais vous allez voir que vous allez très vite comprendre en fait que c'est pas obligatoirement un drame, une rupture. Donc, je vais vous donner un peu des clés de compréhension de ce mécanisme, de pourquoi, de pourquoi ça crée autant de symptômes chez les personnes et pourquoi c'est aussi difficile à vivre une rupture. Et puis, on verra bien évidemment les différentes étapes de cette après-rupture et comment on se reconstruit et comment finalement on continue à vivre avec ça. Ok, salut Gabriel, j'espère que tu vas bien. Je compte sur vous vraiment pour interagir encore une fois ce soir, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à poser des questions. J'espère que ce thème de la rupture va vraiment vous intéresser. Alors je vais en profiter un petit peu le temps que tout le monde se connecte pour mettre en place mon deuxième écran pour les commentaires. J'espère que vous aurez plein de choses à dire sur les ruptures ce soir. Bonsoir Audrey. C'est bien, il y a des habitués. Alors, ben, ça va très bien, Gabriel. Moi, je vais super bien. Voilà. Fin de journée, fin de la semaine en ce qui me concerne. Même si samedi, j'ai encore quelques consultations avec des étudiants. Mais sinon, je suis en pré-week-end. Donc moi, j'adore le jeudi soir. Ok. Voilà, ça y est. Je suis connectée sur mon autre écran. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions. J'y répondrai. N'hésitez pas à m'interrompre pendant que je vous parle des choses. S'il y a des choses qui vraiment vous posent des questions, si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de partager une expérience, n'hésitez pas. Alors évitez les messages trop longs parce que quand c'est trop long dans un chat, on les lit pas forcément parce que c'est un peu trop long. Donc essayez de faire vraiment de manière concise. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment l'objet de ces lives, c'est d'interagir avec une psychologue, donc en l'occurrence moi, pour pouvoir poser les questions que vous n'arrivez pas forcément à poser ailleurs, ou pour avoir un autre regard, une autre compréhension sur ce qui se passe chez vous ou dans l'interaction avec les gens. Donc si ça vous va, on va commencer parce que le programme peut être chargé selon si vous avez beaucoup d'expériences à partager ou des questions à poser. Donc on va commencer. Donc déjà, encore une fois, cette soirée, ce live-là, c'est en fait la fin du cycle sur le couple. Vous me l'aviez beaucoup demandé de faire des lives sur le couple. Donc voilà, on a vu vraiment les histoires de famille avec le couple parental et le duo parental qui apparaissait déjà là-dedans. On a vu ce que c'était qu'un couple de manière un peu générale. Hier, on a vu la vie du couple et la vie de couple. Je vous avais expliqué que c'était deux choses un petit peu différentes. Et aujourd'hui, on va parler de la fin du couple, c'est-à-dire la rupture. En première question de ma part, pourquoi la rupture chez certains couples ne les empêche pas de rester amis? Parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Gabriel, pour ta première question, et je te remercie de la poser parce que je n'avais pas prévu d'en parler, donc c'est une très bonne chose. En fait, quand on construit un couple, il y a effectivement l'attachement, l'amour, bref, un couple, c'est un ensemble de liens. Un couple peut être relié par plein de choses différentes. On peut être en couple et être relié par de l'amour, on peut être un couple et être relié par de l'amitié, et on peut être en même temps amis et en même temps amoureux. En fait, c'est des cocktails hormonaux et des types de liens qui sont différents. Mais on peut être aussi associé au niveau professionnel. On peut être aussi voilà, on peut être, j'allais dire frères et sœurs, a priori un peu moins dans notre société, mais on peut, bref, il peut y avoir plein de liens différents. On peut partager des passions, on peut être partenaire de danse, on peut, voilà. Les couples, il n'y a pas que l'amour qui relie deux personnes. Comme je vous ai dit, la définition du couple, c'était deux personnes qui s'associent, qui se réunissent pour pouvoir partager une activité ou partager quelque chose. Et pour le coup, dans cette définition large-là, eh bien, il y a des couples qui partagent plus que la relation amoureuse, plus que la vie commune. Il y a des couples, encore une fois, qui sont
partenaire professionnel de danse et tout ça, et qui arrêtent pas de l'être en fait. Il y a des gens qui étaient amis avant, qui à un moment donné vont être amoureux et pour lequel la relation de couple s'arrête, mais pour autant ils continuent à garder le lien affectif d'amitié, ou voilà, ça dépend vraiment. J'aurais tendance à dire que ça dépend aussi de la nature de la relation de couple et de comment elle a été vécue. En fait, si elle a été très intense ou si finalement c'était une relation amitié plus plus, et bien dans ce cas-là, si c'est une amitié plus plus, ben du coup c'est un peu plus facile de revenir sur de l'amitié, alors que si c'est vraiment une relation amoureuse passionnelle, l'amitié du coup sera peut-être teintée d'une petite touche de passion qui va rester. Donc c'est encore une fois, faut voir au cas par cas, mais on peut très bien rester amis ou rester associés après. D'ailleurs, la plupart des couples pour lesquels il y a des enfants, à un moment donné, ils gardent un lien, une relation qui est la relation du duo parental. Ils peuvent très bien même développer une relation d'amitié grâce au duo parental après la séparation, et c'est pas forcément un problème en fait. Alors, pourquoi parfois des couples se séparent et se remettent ensemble et se séparent, etc. Pourquoi ils font le yo-yo? Ben, pourquoi pas? J'aurais tendance à dire, encore une fois, il n'y a pas de règle, donc on peut très bien avoir un couple qui fonctionne en yo-yo, c'est pas forcément un problème. Mais en tout cas, j'imagine que tu parles des gens pour lesquels ça pose problème. En fait, oui, on va en parler des typologies de personnes enfin de typologie de couple et de séparation. On va voir que le côté yo-yo est assez fréquent en fait, parce que c'est pas simple de remettre en question une relation, surtout quand on l'a beaucoup investi et qu'on a investi énormément de choses dedans. Sa sexualité, ses liens affectifs, sa sexualité, son expérimentation de la vie. Bref, quand on partage autant de simple, forcément, de la quitter. Et d'ailleurs, les personnes pour lesquelles c'est le plus simple en fait de quitter, c'est quand finalement, au fur et à mesure du temps, elles ne partageaient plus toutes ces parties, et à un moment donné, c'est plus simple de quitter. Voilà, pardon. Si les gens m'appellent en même temps, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire pour continuer le live. Ok. Donc, pourquoi ils font yo-yo? Encore une fois, pourquoi pas? Et on va voir au niveau de la typologie du couple, mais c'est question, je la garde pour la formuler et pour te répondre spécifiquement. Ok, donc, savoir une chose, c'est que tout comme on se met en couple de manière déclarative, la rupture, c'est aussi quelque chose de déclaratif. C'est-à-dire que c'est pas une rupture. Quand on parle vraiment de rupture, il y a vraiment un moment de la rupture. Il y a un événement, il y a un moment donné, une personne qui le dit, en fait, qui le notifie, qui va marquer. Il y a quelque chose qui va marquer le coup. Oui, la vidéo a coupé parce que j'avais un appel en même temps. Donc ça aide pas, en fait. Donc j'espère que maintenant vous me recevez mieux. Voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est un peu revenu. La fin du couple, c'est quelque chose de déclaratif. Il faut quelqu'un qui le déclare. À partir du moment où quelqu'un déclare que le couple est fini, le couple, en tant que tel, ne peut plus vraiment être appelé couple, et on entre dans une autre phase qui est la future. Parce qu'en fait, même si on déclare que c'est fini, et ben en fait, vu qu'on a investi des choses ensemble, vu qu'on a partagé des choses, vu qu'on a vécu des choses ensemble, Facebook a des problèmes pour lire cette vidéo. Ah zut. Zut. Désolée. Pour le coup, encore une fois, c'est ma connexion qui est pas top. Tu sais quoi, je vais essayer de passer en... Ça passe mieux. Alors, est-ce qu'en 4G, ça passe mieux? Dis-moi, Gabriel, si là maintenant ça passe, si c'est mieux ou pas. J'ai quand même une connexion faible, donc j'espère que ça ne va pas couper. En tout cas, il y a des jours comme ça. Donc, à partir du moment où une personne déclare que c'est la fin du couple, du coup, il va y avoir une requalification du couple, et on rentre dans la période de rupture qui va permettre de séparer les différentes choses qu'on a partagées. Donc, il va y avoir peut-être une séparation corporelle, c'est-à-dire une séparation ah, d'accord, ça va mieux. Super. Donc il va y avoir une séparation peut-être de l'endroit où dorment les personnes, puis peut-être après de l'endroit où elles vivent, si elles vivaient ensemble.
Il peut y avoir une période de restitution. Je te rends ton t-shirt, tu me rends mon CD, je te rends tes clés, tu me rends mon... Enfin, peu importe en fait. Donc il y a toute une phase comme ça où il va falloir se réapproprier les choses et les endroits. Il y a peut-être même dans cette partie-là, ouais, alors qui garde le chien, qui garde les enfants, par rapport aux amis, on fait comment? Donc il y a toute une période qui suit l'annonce de la fin du couple, qui va être une période où on va requalifier les choses, où on va repositionner les espaces, où on va avoir besoin en fait de se réapproprier tout ça. Et puis du coup, ça se fait par étapes. Ça se fait par étapes, une séparation, ça se fait vraiment par étapes. Alors on va parler des étapes du deuil, mais c'est pas vraiment ces étapes-là dont je parle dans cette partie-là. C'est vraiment une séparation, c'est pas juste on le déclare et puis c'est fini, en fait. Faut le déclarer, il faut qu'on l'expérimente, il faut que chacun trouve ses marques par rapport à ça. Et c'est que quand, à un moment donné, les gens auront trouvé leur marque, qu'il y a un moment donné, ils sentiront qu'ils pourront passer à autre chose. Bonsoir Émilie. Donc voilà, donc c'est important aussi de voir, et vous l'avez peut-être observé si vous avez déjà vécu une rupture ou si vous avez vu des amis à vous vivre des ruptures, ou vos parents, ou peu importe, c'est que au niveau du corps, ça marque. C'est-à-dire que corporellement, il se passe des choses au moment de la rupture parce que le corps est engagé dans le processus de la relation. Donc c'est ce que je vous ai toujours dit, hein, au niveau de la relation, ça joue des choses au niveau des hormones, notamment l'ocytocine, j'en ai beaucoup parlé, qui est l'hormone de l'attachement, donc qui dans une relation un peu longue, bah, du coup est très présente et qui permet de relier les deux personnes. Il y a aussi, on pourrait dire quelque part que finalement la relation de couple et l'autre, du coup, est un peu notre dealer parce que la présence de l'autre ou tout ce que va faire l'autre ou même l'existence de l'autre dans la relation de couple va venir doper un peu notre système dopaminergique et donc en fait on va être boosté et c'est la phase du début, la phase où on va être boosté en dopamine, en endorphine et donc l'ocytocine qui petit à petit va prendre beaucoup plus de place et quelque part les autres hormones qui vont baisser, mais en tout cas à un moment donné la rupture va être aussi on va retrouver des symptômes qui vont être des symptômes de sevrage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est en pleine séparation, en pleine rupture et qui le vit mal, on dirait un drogué à qui il manque sa dose. On est vraiment sur quelque chose d'un peu comme ça. Donc on va avoir des signes, des symptômes de l'ordre de symptômes de stress, avec une hausse du cortisol parce que bah, en fait ça perturbe tellement de choses dans l'environnement, dans les projets de vie, dans son fonctionnement habituel que le cerveau est soumis à un fort stress au moment de la... Enfin, il peut être soumis à un fort stress au niveau de la rupture et du coup, il va devoir tellement se réapproprier l'environnement et tout recalculer qu'en fait, ça peut augmenter son niveau de stress. Et donc, de ce surplus d'hormones de stress, donc du cortisol, on peut avoir par exemple des syndromes de chute de cheveux, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'avoir une grande hausse de stress comme ça, et du coup on se retrouve avec les cheveux qui tombent. Il y a même des gens qui déclenchent des symptômes des syndromes de pelade à ce moment-là, ou des mèches blanches qui vont apparaître, ou voilà, donc parce qu'il y a un trop fort niveau de stress parfois. On va avoir des symptômes par exemple d'angoisse, pardon. Donc avec énormément d'angoisse parce que incertitude par rapport à la suite, encore une fois, tout est bouleversé. Surtout si on a énormément investi dans la relation et si on comptait beaucoup sur la relation pour continuer à vivre et pour construire des choses, ben, le fait de ne plus avoir ça, ça va déclencher énormément d'angoisse pour la personne et ces angoisses vont entraîner la mise en place de comportements qui vont être de comportements de compulsion qui vont permettre de gérer l'angoisse, à savoir fumer plus, boire plus, sortir plus, faire plus de sport parfois et surtout manger plus. Donc on va avoir vraiment, et à chaque fois ces comportements-là ont pour vocation de gérer l'angoisse qui est liée à toutes ces modifications. Comment préparer quelqu'un à une rupture pour que ce soit moins violent? J'y viendrai à la fin si
tu le veux bien. Gabriel, je finis avec cette partie-là, mais j'ai prévu d'en parler et tu vas voir qu'on va revoir des choses qu'on a déjà vues et qui me semblent tellement fondamentales que je vous le redis ce soir. Donc, au niveau des signes et des symptômes qu'on a dans cette période de sevrage, on va dire, de sevrage de la relation, on va avoir des symptômes de l'ordre de la fatigue. Énormément de fatigue qui peuvent apparaître parce que justement, ça demande tellement d'efforts de tout se réapproprier et il y a tellement d'émotions à l'intérieur de soi que les émotions brûlent de l'énergie et du coup, on peut se retrouver avec énormément de fatigue. Cette fatigue a aussi une fonction, elle est très reliée aux symptômes de dépression qui vont être importantes pour que la personne puisse se couper un peu de l'extérieur, se protéger dans cette phase de vulnérabilité et que ça permette en fait à la personne de se reconstruire. Voilà, tout en se protégeant. Donc la fatigue a aussi cette fonction-là de l'isoler, d'éviter qu'elle se disperse, elle aille à droite, à gauche, machin, sauf si elle a des grandes angoisses et du coup, on peut avoir avec des gens qui sortent de partout, qui se jettent à corps perdu dans le travail. Tout ça, on est dans des compulsions en fait pour gérer l'angoisse. Pourquoi la rupture parfois rend apaisé et indifférent vers l'autre? Pareil, on va en parler, c'est assez fréquent aussi. Ça dépend de où est-ce que tu en es dans tes étapes du deuil, en fait. Il y aura toujours un deuil à faire dans la relation, si peu qu'on l'ait un petit peu investi, mais selon où tu en es dans tes étapes, et des fois, au moment où on déclare la rupture, en fait, tes étapes de deuil, il y en a certaines qui sont déjà faites. Donc, on en parlera, mais voilà, déjà, ça te donne un petit aperçu de ce que je vais te dire plus tard. Donc, au niveau des signes, des symptômes, bien évidemment, il y a le fait de énormément pleurer, qui peut être une des manifestations. Encore une fois, je vous rappelle que quand on pleure, ça évacue le stress, donc c'est quelque chose de très fonctionnel. Ça permet aussi, le fait de pleurer, d'avoir une expression qui se voit aussi à l'extérieur, donc ça peut aider à attirer le besoin de réconfort et de lien social dont on a besoin à ce moment-là, puisque notre dealer ne fournit plus. Donc le fait de pleurer, ça va inciter à l'empathie, inciter à un rapprochement de la part des personnes qui nous sont proches. Et du coup, quelque part, on va compenser le manque de notre dealer qui est parti avec d'autres petits dealers qui sont nos amis, la famille, voilà. Donc les pleurs servent aussi à ça, il y a une vocation sociale, mais il y a surtout la vocation de on va évacuer, et puis vu qu'on est en plein deuil, en pleine perte, voilà, il peut y avoir énormément de tristesse, donc ça fait partie des étapes du deuil, mais ça a aussi une vocation physiologique et sociale. Ok. Au niveau des typologies de couple, voilà, pour revenir sur ce que disait un petit peu... ah oui, au niveau des signes, je vous ai oublié de vous dire qu'on pouvait avoir des signes qui sont des signes qui ressemblent un peu comme si vous aviez une grippe. Vous voyez, il peut y avoir de la hausse de température, des nausées, il peut y avoir énormément... Parce que, en fait, tout le corps est totalement chamboulé au moment de la rupture, si peu que ça soit une rupture qui vous prenne beaucoup. Alors, encore une fois, là, je vous donne les signes pour les gens à qui vraiment ça a été très important. Ils sont vraiment en manque. Ils avaient une grosse consommation auprès de leur dealer et du coup, là, ils sont en sevrage. C'est un sevrage violent, pour le coup, pour les personnes que je décris là. Après, vous pouvez prendre tous les signes que je vous ai dit, les minimiser et vous aurez peut-être ce que vous avez ressenti à un moment donné ou ce que vous avez pu observer à un moment donné par rapport à ça. Donc les typologies de couple. On va avoir les couples ou les personnes, en tout cas dans les couples, pour lesquels la rupture est impossible. C'est impossible à imaginer. C'est trop violent pour eux d'imaginer une rupture. Ils ont peur de faire du mal à l'autre. Ils ont peur de se retrouver seuls. Ils ont peur. Finalement, ils se disent bah non, on peut encore essayer. On peut, avec de la persévérance, on va y arriver. On va aller voir un thérapeute. Et du coup, en fait, ça va donner les personnes. C'est des personnes en fait qui sont dans la peur. Dans la peur de l'abandon la plupart du temps et du coup et dans la peur d'être seul aussi et du coup ils vont avoir tendance à vouloir à tout prix maintenir la relation même si elle leur convient plus, même si finalement c'est plus satisfaisant, elles vont avoir tendance à continuer, poursuivre la relation, faire beaucoup d'efforts, prendre beaucoup sur elles, essayer de trouver des solutions, voilà. Donc ça c'est vraiment les typologies de personnes dans les couples qui
pour lesquels la rupture est vraiment impossible et ça va durer sur des années et des années parfois avant que la personne vraiment en arrive à un point où vraiment elle n'aura pas d'autre choix que la rupture parce que ça sera soit rompre, soit se nier totalement, soit disparaître quelque part. Donc il y a dans la typologie, il y a les couples comme ça où finalement la rupture n'est pas possible. Il y a des couples aussi où il y en a un qui veut partir, mais en fait il est en mode passif, c'est-à-dire qu'il va s'arranger de manière consciente ou inconsciente, donc qu'il en ait conscience ou pas, il va s'arranger parce qu'il est insatisfait de la relation, il va s'arranger pour que ce soit l'autre qui le quitte, notamment par des techniques de sabotage, en mode il va se rendre indésirable, il va se rendre insupportable, invivable, il va expliquer à l'autre à quel point il serait mieux avec quelqu'un d'autre, qu'il ne la mérite pas. Bref, on va voir des gens qui sont, nous on appelle ça des passifs agressifs quelque part, parce que ça peut être aussi agressif de faire les choses comme ça, mais en tout cas, c'est pas eux qui quitteront. C'est vraiment pas eux qui prendront la décision, ils vont vous amener à prendre cette décision. Et peut-être que si c'est vous que ça concerne, ben en fait, vous allez vous arranger pour que l'autre prenne la décision, parce que prendre cette décision-là, pour vous, c'est juste pas possible en fait. Ça serait trop engageant. Peut-être que ça toucherait trop votre identité, vos valeurs, le fait que peut-être vous considérez que c'est vous qui êtes le gentil dans l'histoire, que vous êtes quelqu'un de gentil, de serviable, et du coup faire du mal à l'autre, c'est juste pas possible pour vous. Donc vous allez juste vous arranger pour que l'autre vous quitte et non pas l'inverse. Alors, tac tac tac, je lis un peu vos commentaires en même temps. Ok. Donc, par rapport à ça, on est sur des gens qui qui vont se rendre peu désirables, qui vont organiser, mettre au point plein de systèmes, voire même ils vont mettre leur compagnon ou leur compagne dans les bras de quelqu'un d'autre, comme ça, du coup, ils vont les pousser à la tromperie. Ils vont vraiment, enfin vraiment, il y a une notion de, ils ont besoin de se préserver eux en tant qu'identité. Et en tant que personne bien qui fait pas du mal à l'autre, c'est pas eux les méchants, quoi. Vous voyez, c'est vraiment pas eux les méchants. Ça arrive aussi parfois qu'il y ait des stratégies de ce type-là, mais de manière consciente aussi, dans les cas où, par exemple, il y a des contrats de mariage où il est notifié que la rupture ne peut pas être à l'initiative de l'un des deux, et s'il se trouve que c'est celui-là, mais qui veut garder l'avantage du mariage ou qui veut garder l'argent ou des choses comme ça, on voit ça des fois dans les films. Dans ce cas-là, il peut y avoir des stratégies mises en place de manière consciente pour faire en sorte de saboter le couple. Mais la plupart du temps, c'est vraiment fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui n'est plus satisfait dans la relation va finalement se laisser aller, ne plus être désirable, de manière à ce que l'autre finalement se détache petit à petit. Il va essayer il va être désagréable, il va être ronchon, il va plus vouloir sortir, plus vouloir faire d'activité avec l'autre. Il va refuser parfois la sexualité ou toutes les marques d'affection, de tendresse, il va plus en donner. Mais c'est pas lui qui partira. Il y a vraiment dans ce profil-là, il y a vraiment le truc de c'est pas moi qui pars, quoi. C'est pas moi qui prends la décision. Souvent, ils sont qualifiés comme personnes lâches. Alors que eux, dans leur interprétation, c'est plutôt je veux pas faire de mal à l'autre. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est interprété de deux manières différentes selon le côté dans lequel on est, quoi. Donc ça, c'est un profil qui se retrouve assez souvent, notamment quand on a peur du conflit, ouais, encore une fois, peur de faire mal à l'autre. Voilà. Donc c'est plutôt des techniques d'évitement. En fait, le passif, il est dans l'évitement. Il existe aussi des gens qui attendent le moment de rupture d'une personne pour essayer de se mettre avec, ouais, et qui profitent du désarroi et de la vulnérabilité de celui qui a rompu pour pouvoir se faire voir comme étant un sauveur. Oui, tout à fait, mais ceci implique que la personne, effectivement, se laisse faire aussi par rapport à ça. Mais oui, effectivement, comme je l'ai déjà dit, dans une rupture, si peu qu'on ait été attaché et si peu qu'il y ait eu pas mal de décharge hormonale reliée à la relation, bah du coup, vu qu'on est en symptômes et en syndrome de sevrage, on est fragilisé, on est plus facilement manipulable et du coup,
on peut se retrouver avec des personnes qui peuvent prendre l'ascendant sur vous. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais on a très souvent des personnes, effectivement, des vautours, qui profitent des nouvellement divorcés ou des personnes en rupture, ou voilà, il y a aussi certains mouvements sectaires des fois qui repèrent les personnes qui viennent d'avoir une rupture et qui du coup peuvent à ce moment-là, parce qu'elles sont plus fragiles, parce que elles sont en reconstruction, en remise en question des choses, bah, du coup les personnes sont plus malléables. Voilà. Encore une fois, c'est une généralité que je viens de dire là, c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est vraiment. Après, il y a des dosages, quoi. Mais c'est pas parce que quelqu'un vient vous voir parce que vous venez de vous mettre, que vous venez de vous séparer, que ça veut dire que vous allez forcément dire oui aussi. Donc, mais oui, effectivement, moi je les appelle les vautours parce que ça me permet de voir vraiment le côté. On attend que la bête meure ou la bête soit tellement affaiblie que du coup, en fait, elle n'a pas le choix, quoi. Donc oui, ça peut arriver, effectivement, Gabriel, bien vu. Dans les typologies, il y a aussi les personnes qui n'ont pas du tout de mal à quitter. C'est-à-dire, ils s'engagent peu dans la relation et quand c'est fini, en fait. Ou alors ils sont engagés, mais ils n'ont pas de problème à se désengager. C'est pas forcément que des gens qui ont peur de l'engagement. Ça peut être des gens qui s'engagent, même qui vont très très loin dans l'engagement, mais pour qui, finalement, il n'y a pas de problème à quitter. Ils vont pas forcément, dans ce profil-là, il y a aussi des gens qui vont pas forcément persévérer. C'est-à-dire que si ça convient plus, c'est pas grave, c'est fini. Donc ça peut être vraiment une personnalité un peu comme ça. Souvent, dans ces profils-là, on a aussi les personnes qui aiment contrôler. C'est-à-dire que plutôt que d'être quittés, s'ils ont peur d'être quittés, bah, du coup, c'est eux qui vont prendre l'initiative, au contraire du passif. Ils vont prendre l'initiative et ils vont quitter. Au moindre signe de ça va moins bien, l'autre se désintéresse un peu, voilà, ben hop, c'est eux qui vont prendre l'initiative. Bon, mais du coup, c'est moi qui te quitte. Je sens que toi ça convient plus, du coup, je te quitte. Voilà, c'est pas forcément, ils vont pas forcément faire des reproches à l'autre, hein, mais ils vont être dans la prise de décision. C'est eux qui prennent la décision, et du coup, de cette manière-là, ils ont l'impression de mieux contrôler la situation, et du coup, ils la vivent mieux, en fait. Alors j'ai vu que Gabriel m'avait parlé sur les vautours, donc j'ai connu quelqu'un comme ça, vautour, qui a attendu que je rompe pour essayer de se mettre avec moi. Lorsque j'ai refusé, la personne s'est offusquée et m'a traité de tous les noms. J'aime bien les petits smileys qui rigolent juste après. Oui, effectivement, c'est pas parce qu'on est dans une situation de restructuration interne et pourquoi pas de faiblesse que ça veut dire qu'on est prêt à tout accepter non plus. Je veux dire, voilà, le symptôme de sevrage, j'en parle là comme ça, c'est une analogie, mais concrètement, vous restez quand même maître de votre cerveau et de vos émotions, et c'est pas pour autant que vous allez vous mettre avec n'importe qui. Mais on peut quand même considérer que parfois, effectivement, le côté profiter de la situation de faiblesse liée à la rupture, eh ben c'est assez fréquent aussi, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et c'est pas forcément d'ailleurs des relations qui durent derrière. Parce qu'elles se sont entamées sur une relation asymétrique. J'en avais déjà parlé sur le fait d'avoir des relations qui sont asymétriques en amitié, par exemple. Et ben en amour ou en relation de couple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une relation qui est née d'un vautourage, ça ne veut rien dire, qui est née dans ce contexte de rupture, va pas forcément donner une relation qui va durer dans le temps parce qu'il y a une relation asymétrique. Il y en a un qui sauve l'autre. Voilà. À moins que vraiment, pour le coup, ça soit voilà, une période de libération pour la personne et qu'elle ne le vive pas du tout comme un manque. Et dans ce cas-là, ça peut se faire différemment. Encore une fois, dans les ruptures, autant il n'y a pas deux couples pareils, autant il n'y a pas deux ruptures pareilles. Donc ce soir, pour vous parler des ruptures, je vous fais un peu des généralités, mais dites-vous qu'il y a toutes les nuances possibles, vraiment. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre dans ce que je dis. Donc, bien évidemment, dans les personnes qui quittent facilement, vu qu'elles sont dans le fait d'aimer contrôler, elles veulent pas subir la relation, elles veulent pas subir la rupture. Du coup, elles vont prendre la décision, quitte à faire mal à l'autre, elles vont endosser parfois le rôle de bourreau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait toute une présentation du triangle de Karpman, où je vous avais présenté les trois postures, victime, bourreau, sauveur. Et bien là, clairement, ces personnes-là qui quittent facilement et qui aiment contrôler et qui ne veulent pas subir la relation, très souvent,
on les associe au bourreau. Alors que le passif, lui, ce qu'il cherche, c'est la posture de victime. On est vraiment là-dedans. Ok. Dans les typologies, on a aussi les personnes loyales. Ça rejoint un peu les personnes où la rupture est impossible, parce que ce sont des personnes qui persistent coûte que coûte, parce que, elles sont loyales à leur engagement, donc théorie de l'engagement, je me suis engagée, donc je vais jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi parfois de la loyauté par rapport à son conjoint, son compagnon, si peu qu'il ait fait quelque chose pour soi à un moment donné. Elles sont loyales à la relation ou à leur idée du couple. Un couple, c'est pour la vie, donc voilà, j'y vais, je suis loyale à tout ce qu'on a vécu. Voilà, c'est des personnes qui vont le formuler comme ça, c'est-à-dire, après tout ce qu'on a vécu, je ne peux pas me permettre de tout foutre en l'air comme ça. Donc elles sont loyales à l'histoire qu'elles ont vécue. Ça peut être loyal effectivement par rapport au compagnon. Oui, il a beaucoup fait pour moi, et puis il m'a récupéré dans un moment difficile. Ah, je venais justement de me séparer de mon ex-compagnon et j'allais pas très bien, par exemple. Donc vous voyez qu'on peut croiser les, les théories qu'on est en train de manipuler là. Et en fait, ces personnes-là ne vont rompre que dans l'impasse. C'est-à-dire, encore une fois, c'est les personnes qui vont pousser, pousser, pousser. Oui, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, voire il y a de la violence conjugale, mais concrètement, elles poussent, elles poussent, elles poussent jusqu'à un moment donné où ça peut être même une question de vie ou de mort, en fait. Et encore une fois, quand il y a de la loyauté très ancrée, même la question de vie ou de mort, parfois, ne suffit pas à permettre à ces personnes de se séparer de cette personne. Encore une fois, mettez-vous vraiment dans la tête que c'est une histoire de deal. En fait, c'est un dealer. Et bien même si on sait que la drogue, c'est pas bon pour soi, ou que notre dealer est un escroc, ou que peu importe, ben, pour autant, on n'est pas forcément prêt à le quitter, en fait. Parce qu'il y a de la dépendance, parce que pour toutes ces raisons-là, parce qu'on en a besoin, en fait. On est vraiment là-dessus. Donc, prenez vraiment cette analogie de dire, ok, mon compagnon, la personne avec qui je suis, c'est mon dealer. C'est lui, quand je le vois, hop, il me donne ma dose. Et ma dose d'amour, ma dose de dopamine, ma dose d'endorphine. Je me sens plus calme quand il est là. Je me sens toute excitée quand il est là. Oui, toutes ces choses-là parlent vraiment d'une relation qu'on pourrait avoir avec un fournisseur de drogue qui vous donne différents produits, en fait. Donc, on est vraiment là-dedans. Ok, donc là, je vous ai parlé des personnes loyales. On va finir avec les personnes qui sont prudentes. C'est des personnes qui ne quittent pas facilement, mais par contre, une fois qu'elles ont ça en tête, elles vont tout calculer. C'est-à-dire qu'elles vont s'arranger, pas pour que l'autre prenne la décision, mais elles vont, elles, prendre la décision. Mais par exemple, des fois, elles vont s'organiser pour avoir un plan B. C'est-à-dire, elles vont d'abord trouver un autre compagnon ou une autre compagne avant de quitter le premier. Comme ça, elles assurent le coup, elles ne sont pas toutes seules. Elles assurent leur sécurité affective, pourquoi pas financière, pourquoi pas matérielle. Bref, elles ne quittent que quand c'est calculé. Ça va être des personnes, effectivement, qui vont avoir des personnes de remplacement, en fait. Où, voilà, je sais que c'est pour un moment, mais ça me permettra de me sentir bien le temps de me remettre et de trouver quelqu'un d'autre. Ça va être des personnes vraiment qui vont tout anticiper. C'est-à-dire qu'elles vont anticiper, elles vont dire, bon, bah alors attends, si je le quitte, il va falloir que j'ai un appart où aller, donc je vais d'abord prévenir ma mère pour qu'elle puisse m'accueillir, les enfants iront, machin, et en fait, ça va tout être calculé avant d'annoncer. Ça va pas être fait sur un coup de tête, ça va pas être fait à l'arrache, tout va être calculé, anticipé. Elles vont peut-être même prendre rendez-vous d'abord avec un avocat s'il y a une histoire de mariage, elles vont entamer toutes les démarches, et la rupture, la fin du couple, donc la rupture, le moment de la rupture, interviendra à la fin, après toute cette réflexion. Donc c'est quelque chose de très posé, de très réfléchi en général. Ça va être très planifié. Par exemple, bah, en fait, je peux pas le quitter maintenant, parce que si je le quitte maintenant, bah, après, il y a la période de l'été. On avait prévu de partir avec les enfants. Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être remettre en question les vacances avec les enfants. Donc, en fait, je vais plutôt le quitter après. Et donc, pendant toute cette période-là, elles peuvent faire mine que tout va bien, alors qu'elles sont en train de préparer la séparation. Ça peut être ça, ou alors des personnes, si je prends l'analogie avec les étudiants, ça peut être, en fait, je vais attendre la fin de l'année, par exemple.
ou je vais attendre les prochaines vacances scolaires, comme ça je romps avant ou pendant ou après. Vous voyez, ça peut être des choses un peu comme ça. Il y a la notion de prudence dans le sens où on va assurer le coup. Ça va pas être fait sur un coup de tête, il va y avoir vraiment du calcul de temps surtout, mais des fois du calcul d'argent, du calcul de possibilités, de plan A, de plan B. Donc, vous voyez, il y a différentes typologies. On n'est pas pareil dans un couple. Il y a pas, encore une fois, il n'y a pas deux couples pareils, et du coup, il n'y a pas deux couples qui se séparent de la même manière. Il y en a pour lesquels ça va être impulsif, d'autres pour lesquels ça va être par à-coup. On parlait tout à l'heure des couples qui se séparent en mode yo-yo, c'est-à-dire je me sépare et puis je reviens et puis l'autre se sépare et puis il revient et puis encore une fois pensez vraiment au dealer, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on arrête la drogue que ça veut dire qu'on arrive vraiment à arrêter, et parfois la dépendance est tellement forte que il va falloir plusieurs fois, plusieurs essais. Il y a des gens qui arrêtent la drogue en une fois et puis il y en a d'autres qui finalement font des rechutes, et ça marche exactement pareil parce que mine de rien ces émotions là et ces hormones là qui nous sont délivrées par l'amour ou par la relation de couple, eh ben, elles sont quand même super agréables en fait. Elles nous servent à beaucoup de choses. Elles sont intenses parfois. Et il y a quand même un intérêt à les recréer. Donc, si peu que vous ayez aucun autre approvisionneur, aucun autre dealer qui serait prêt à vous apporter exactement la même chose, voire une cam meilleure, eh ben, vous allez peut-être à un moment donné ressentir tellement le manque et pas réussir à gérer le manque que vous allez peut-être retourner chez la personne que pour autant vous aviez identifié comme étant une personne qui vous correspondait plus ou qui vous convenait pas en fait. Donc ça peut arriver des fois effectivement qu'il y ait l'histoire du yo-yo, et très souvent on est sur des histoires de dépendance en fait, très très souvent, ou d'attachement, mais encore une fois l'attachement on est encore sur de la dépendance. Donc encore une fois, rien n'est grave. Et puis il y a des personnes, il y a des couples aussi qui font le yo-yo et qui finalement se remettent ensemble et que ça dure dans le temps. Pour lesquels l'expérience de la séparation peut tout à fait être bénéfique parce que à un moment donné, il y avait peut-être une routine, et le fait de ressentir de nouveau que l'autre nous manque, et ben on a l'impression qu'il est important, on ressent qu'on en a besoin, et ça ressoude parfois le couple de ressentir ce besoin. Que ce soit des ruptures officielles ou que ce soit des séparations, des breaks, ou que ce soit des périodes de séparation de fait, par exemple quand il y en a un qui va travailler sur un autre continent ou un peu à distance, il ne se voit pas pendant quelques temps, il y a le syndrome de manque qui va se mettre en place, et c'est quand même agréable de sentir parfois que l'autre nous manque et de reprendre une dose après. Mais il y a quand même le côté rationnel qui à un moment donné se met un peu en contrebalance avec ça, c'est-à-dire rationnellement je sais que c'est pas la bonne personne pour moi parce que j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des valeurs qui correspondent pas aux siennes, et pour autant sa cam me va bien en fait. Donc il y a vraiment à un moment donné la tête et le cœur qui doivent discuter, dialoguer pour pouvoir réussir à prendre une décision, et c'est ça qui rend les choses pas simples aussi. Ok, j'ai vu que Gabriel avait quelque chose à dire. Après la comparaison avec le boulot hier pour le couple, aujourd'hui on compare avec la drogue. C'est fou les aspects de la vie que ça couvre l'amour. En fait, c'est surtout que je suis très métaphore. En fait, je travaille principalement avec les métaphores comme outil thérapeutique, comme outil de changement, comme outil qui permet de voir les choses d'un autre point de vue. Et c'est vrai que j'ai des collègues à moi qui se moquent beaucoup de moi sur ça, et en même temps ils viennent me voir dès qu'ils ont besoin d'une métaphore en thérapie. Parce que j'adore les métaphores, je trouve que c'est très parlant et ça permet vraiment de voir des aspects qu'on n'aurait pas vu si on avait pris les choses de manière très pragmatique. Donc oui, ce soir c'est la drogue parce que hormones. Donc ça s'explique quelque part aussi. Mais t'inquiète pas, j'ai plein d'autres métaphores qui peuvent être utilisées. Mais oui, celle-là, elle marche très bien. D'ailleurs, encore une fois, on voit, il y a le sevrage. J'y ai pensé, décidément, toutes les comparaisons qu'on fait. Et oui, encore une fois, si j'en fais trop, vous me le dites, je peux parler de manière très pragmatique aussi. Mais je trouve que ça s'y prête bien dès qu'on parle d'émotions quand même. Bientôt, on va utiliser la comparaison avec la voiture. Mais oui, mais carrément. Mais oui, la voiture. La paire de chaussures, je l'ai déjà dit. Boulot, drogue, diamant, paire de chaussures. Oui, j'aime les métaphores. Encore une fois, si je suis relou avec mes métaphores, vous me le dites, je vais essayer de moins en utiliser. Mais c'est mon outil.
de comparaison. Et encore une fois, quand vous serez dans une situation et que vous repenserez directement à la métaphore, vous verrez que ça a un ancrage encore plus intéressant au niveau de la mémoire, en fait, les métaphores. Les métaphores parlent beaucoup plus que de longs discours. Donc, mon histoire de la drogue, je vous garantis que vous y repenserez quand vous tomberez amoureux la prochaine fois ou quand vous serez en manque. Je pense que vous y repasserez. Ok, repenserez, pardon. Donc, quelles sont les bonnes raisons, ou en tout cas pourquoi les gens se séparent? J'en ai déjà parlé un petit peu hier, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va faire un petit panel des raisons principales pour lesquelles les gens se séparent. Donc déjà, il y a, je vous l'ai expliqué déjà, la peur de l'abandon. C'est-à-dire, j'ai peur qu'on m'abandonne, donc je m'arrange pour me séparer. Et mine de rien, qu'elle soit invoquée ou pas, cette peur de l'abandon est très présente dans les cas de rupture. C'est-à-dire que les gens vont très souvent anticiper les aspects qui vont suivre, et du coup, pour maîtriser la situation, parce qu'ils ont peur de l'abandon, ils vont avoir tendance à créer la rupture au moment qui les arrange eux, de manière à pas être pris de court, à pas être pris par surprise, et du coup ils vont mettre fin à la relation, non pas parce qu'ils n'aiment plus l'autre, non pas parce que l'autre ne les aime plus, mais parce qu'ils ont peur que l'autre parte. Donc ça, c'est vraiment un des cas qu'on trouve très souvent. Il y a aussi deux éléments qui vont assez ensemble, c'est le manque d'attention. Encore une fois, dans les besoins fondamentaux des personnes, il y a le besoin d'exister socialement et d'exister avec l'autre. Si l'autre avec lequel vous vivez tous les jours ne vous voit plus, ne vous montre plus d'attention, ne vous remarque plus, si vous êtes aussi important qu'une plante verte, et bien à un moment donné, vous pouvez ressentir un manque d'attention. C'est-à-dire que vous n'existez plus dans les yeux de l'autre et ça peut vous toucher des questions existentielles en mode, mais du coup, est-ce que j'existe? Est-ce que je suis bien? Est-ce que, voilà, ça peut toucher la confiance en soi, l'estime de soi, ça peut avoir des blessures très profondes. Donc le manque d'attention est très souvent invoqué dans les cas de rupture. A l'inverse, le manque d'espace va être aussi invoqué. C'est-à-dire que très souvent dans les couples, il y en a un qui manque d'attention et l'autre qui manque d'espace. Et du coup, forcément, ils ne se rejoignent pas parce qu'ils ne veulent pas les mêmes choses. Il y en a un qui voudrait encore plus de rapprochement et puis l'autre qui voudrait souffler un peu. Et dans ce cas-là, forcément, on est soit ça peut être à un moment donné juste une phase, et dans ce cas-là, les gens vont se retrouver après avec une distance qui leur convienne à tous les deux, soit c'est fonctionnel, c'est-à-dire que les gens fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'énormément d'espace et des personnes qui ont besoin d'être énormément proches de l'autre. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a plutôt une modalité de relation fusionnelle et l'autre qui a plutôt une modalité indépendante, et bien ensemble, ça va être compliqué s'il n'y a pas une adaptation, s'il n'y a pas une négociation, s'il n'y a pas un moyen à un moment donné de trouver un compromis. Mais en tout cas, ce duo manque d'attention, manque d'espace est très souvent invoqué dans les cas de rupture. Ensuite, les problèmes de communication. C'est la base de la thérapie de couple, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas en thérapie de couple, on a tendance à travailler déjà sur le fait que les gens verbalisent leurs besoins, leurs attentes, leurs sentiments, leurs émotions, qui verbalisent et qu'ils apprennent surtout à verbaliser et à parler, à communiquer avec l'autre d'une manière qui soit entendable par l'autre. Donc je vous ai beaucoup parlé de la CNV, donc la communication non violente, dans les cas de couple. C'est le sésame pour au moins réussir à échanger des idées. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez apprendre la CNV, vous n'allez pas vous séparer, mais si tout le monde apprenait la CNV ou si tout le monde avait cet outil-là à proximité, quitte à pas l'utiliser, mais en tout cas s'il l'avait, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ne se sépareraient pas. Parce qu'il y a énormément de couples qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui n'arrivent pas à exprimer leurs besoins, des fois même des personnes qui n'arrivent pas à identifier leurs besoins. Comment pourraient-ils l'exprimer puisqu'ils ne l'identifient pas? Donc la CNV va permettre par exemple de pallier à ce problème de communication dans le couple. Très souvent quand on parle de problème de communication, c'est effectivement la difficulté à exprimer les besoins, les envies, les rêves, les points de position par rapport par exemple à l'éducation des enfants ou l'endroit où on va habiter, les choses comme ça. Mais ça peut être aussi trop de disputes ou pas assez, c'est-à-dire pas assez de liens. Ça peut être aussi un manque de cohérence dans la façon de s'exprimer.
Par exemple, s'il y en a un qui parle énormément d'émotions et l'autre qui est très pragmatique, ben à un moment donné, peut-être qu'ils qu'ils se comprennent pas en fait. Quand ils parlent des choses, ils ne se comprennent pas. S'il y en a un qui dit, écoute, tous les jours, il faut faire la vaisselle. Oui, je parle beaucoup de la vaisselle à chaque fois. Spéciale dédicace pour Gabriel. Donc, s'il y en a un qui dit, par exemple, oui, mais la vaisselle, c'est normal, il faut le faire tous les jours. Regarde, là, il y a 3 assiettes qui sont dans l'évier. Côté hyper pragmatique. Et que l'autre est plutôt en mode, oui, mais du coup, je ne me sens pas considérée. Voilà, j'ai besoin d'amour, d'attention, des choses comme ça. En fait, ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas du tout de la même chose. Ou alors peut-être qu'ils parlent de la même chose au fond. Mais ils en parlent dans des langages et des langues différentes. C'est un peu comme si vous parliez, oui, avec un martien, en fait. Il y avait ce livre-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui avait fait un tabac il y a quelques années, peut-être plus de 10 ans. Donc je pense que vous ne l'avez pas forcément lu, mais en tout cas, il est assez souvent ressorti. Alors il y a plein de trucs qu'aujourd'hui on dirait, mais c'est des bêtises et tout ça. Mais n'empêche qu'il y a cette idée derrière de dire, on n'est pas éduqué pareil. Et encore une fois, là je parle du couple, et dans Mars et Vénus, forcément, il y a homme-femme. Mais dans tous les cas, quelle que soit la nature de votre couple, l'autre est différent de vous. Il vient pas de la même planète, il n'a pas le même vécu. Peut-être qu'il y a des choses qui sont similaires. Peut-être que vous avez un cadre culturel commun ou un cadre de référence commune ou des manières de réfléchir de la même manière, des passions en commun, tout ça, mais dans tous les cas, l'autre n'est pas vous, donc il est forcément différent et ça peut créer des problèmes de communication, clairement, dans le couple. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en cause. Une autre raison pour lesquelles les personnes se séparent, pour lesquelles il y a rupture, ça va être par exemple un moment de crise pour un des deux du couple. Par exemple, la crise de la quarantaine, une crise existentielle pour l'un ou pour l'autre parce qu'à un moment donné, il y a eu une remise en question, quelle qu'elle soit. Là, vous êtes par exemple des jeunes étudiants, par exemple, peut y avoir une période de crise, par exemple, par rapport à une des familles ou une séparation par rapport à un système familial qui peut du coup mettre à mal le couple. Par exemple, si, voilà, couple d'étudiants, et puis à un moment donné, il y a la famille qui vient s'en mêler parce qu'elle ne supporte pas que le syndrome du nid vide, encore une fois, donc elle ne supporte pas que l'enfant soit parti, elle a peur, elle veut le protéger, tout ça, donc elle commence à remettre quand même en question le couple et le choix du partenaire ou de la partenaire, parce que c'est pas exactement la personne qu'il lui faut. Et ben en fait, la crise, qu'elle soit interne ou qu'elle soit en lien avec un environnement, peut tout à fait créer une crise dans le couple, voire l'éclatement du couple. Donc en thérapie, c'est une des choses qu'on va tout de suite identifier. Ok, votre problème de couple, c'est juste entre vous ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent? Des fois, c'est des amis aussi. Si par exemple, vous êtes avec quelqu'un et votre meilleur ami ne la supporte pas, et ben à un moment donné, ça peut créer un conflit de valeurs à l'intérieur de soi et à un moment donné, la sensation de devoir choisir. Et ça peut être terrible, en fait, de devoir choisir entre sa meilleure amie ou son meilleur ami et son ou sa compagne. C'est très compliqué. Le besoin de vivre d'autres expériences. Oui, alors ça peut être alors, il y a deux choses. Il y a le manque d'expérience commune. Donc, en gros, on est en couple, mais on fait rien. Et du coup, à un moment donné, la présence de l'autre ne suffit plus. Il y a besoin de vivre des choses pour renforcer le couple. Et puis, donc ça, c'est le manque d'expérience commune. Et puis, il y a le manque d'expérience personnelle. C'est-à-dire, on n'a pas forcément envie de vivre des choses avec l'autre, mais on a besoin de vivre des choses pour soi. Donc ça rejoint un peu la crise existentielle, par exemple. Vous avez toujours voulu faire le tour du monde avec votre sac à dos et tout ça. C'est votre besoin, c'est votre parcours de vie, vous voulez l'inscrire dans votre parcours de vie, et juste avant de partir, vous rencontrez quelqu'un. Quelques mois avant, vous rencontrez quelqu'un, la relation fonctionne bien et tout, vous mettez un peu de côté ce projet sac à dos pendant quelques temps, sauf qu'à un moment donné, ça revient vous travailler, vous avez besoin de vivre cette expérience, et du coup, ça peut faire éclater le couple si le couple ne s'adapte pas à ça. Alors, on entend parler de la crise de la quarantaine, plus pour les femmes, et de la cinquantaine pour les hommes. Qu'en est-il? Bon, j'aurais tendance à dire que c'est très social, ce découpage-là.
Dans tous les cas, c'est comme la crise d'adolescence, il y a une part de fonctionnel, c'est-à-dire une part corporelle et une part de modification hormonale et de transition hormonale euh, dans le corps qui peut sous-tendre ce moment de crise. Et puis, il y a aussi beaucoup le fait que, vu qu'on en parle socialement, et du coup, on le suggère socialement. Par exemple, il y a une part de la crise d'adolescence, j'en suis persuadée, qui est créée par le fait de parler de la crise d'adolescence. De la même manière, le stress des examens est en partie créé par le fait qu'on appelle ça le stress des examens et qu'on parle du stress des examens. Genre, si vous ne stressez pas, à un moment donné, quelqu'un va venir vous voir en disant « Quoi, tu stresses pas? Mais c'est bizarre, tu devrais, comment ça se fait? T'en as rien à faire ?» Enfin bref, dans ces concepts de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou des choses comme ça, il y a quand même une part très construite et une part physiologique aussi. Donc quand je parle de la crise de la quarantaine, qu'elle soit réelle ou construite socialement ou psychologiquement. Encore une fois, il y a les deux parts. Donc on en a parlé de la crise de la quarantaine plus pour les femmes et de la cinquantaine pour les hommes. Ouais, encore une fois, ça dépend. Ça dépend. Puis c'est pas 40 ans pile, et puis c'est pas 50 ans pile. Et puis il y a des personnes qui se font la crise d'adolescence à 35 ans. Et voilà, il n'y a pas de règle dans l'absolu. On pourrait imaginer qu'il y a effectivement une différence de timing entre les hommes et les femmes. Voilà, à vérifier. Moi, j'aurais tendance à dire à vérifier de manière claire et concrète. Il faudrait pouvoir isoler le facteur social et suggestion sociale, ce qui n'est pas gagné à mon avis. Il faudrait vraiment voir si c'est sous-tendu par une modification physiologique. Mais même les modifications physiologiques peuvent être aussi influencées par le facteur social et par la suggestion. Donc, c'est compliqué. Ok. Perso, je suis restée 4 ans avec mon ex que j'ai quitté. Alors, que j'ai quitté en janvier. Ok. Ouais. Alors là, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est très important. La notion de la longueur de la relation. Souvent, on entend dire que en fait, pour se remettre, que en fait, la longueur du temps de deuil de la relation est proportionnelle à la longueur de la relation. J'aurais tendance à vous dire que en fait, ça dépend. En fait, c'est vraiment ça dépend. C'est pas si figé que ça. Il y a des personnes qui ont été en couple pendant 30 ans. Et le jour où ils se séparent, dès le lendemain, ils sont opérationnels pour être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils maturent le truc, que la relation est arrivée à son terme, qu'ils n'ont plus rien à vivre ensemble, et il n'y a pas de problème. Et puis il y a des personnes où ils vont être ensemble pendant un mois, et il va leur falloir 6 mois, 1 an pour s'en remettre. Donc je pense pas que ça soit... Il n'y a pas besoin d'avoir un côté où on va calculer la longueur du deuil. Le deuil, c'est le deuil. Le deuil, pour chaque personne, c'est différent. Et ça va être vraiment... Ça va avoir un impact différent selon les personnes, selon les moments de vie, selon la manière dont a été vécue la relation et la séparation, selon le contexte dans lequel ça se passe aussi, donc selon les ressources qu'on a à ce moment-là pour pouvoir gérer son deuil. Donc c'est la longueur de la relation, pour moi en tout cas, de ce que j'ai pu observer, n'a finalement pas beaucoup de lien avec la longueur qu'il faut pour s'en sortir ou pour s'en remettre ou pour passer à autre chose. Ça me semble important de vous le dire. Donc je rebondissais sur le commentaire de Mélanie. Mais peut-être que c'était pas ta question, d'ailleurs c'était pas une question Mélanie, mais j'ai rebondi sur cette notion de durée parce que j'avais oublié de la noter sur ma mind map et je trouve ça très important. Ok. Audrey nous dit, quand on rencontre son partenaire très jeune, y a-t-il plus de risques d'avoir besoin de vivre autre chose? Ça pareil, ça dépend. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être toute leur vie avec la même personne et ça va très bien se passer, ils n'auront pas d'autres besoins. Le dealer qu'ils ont, c'est exactement le dealer dont ils avaient besoin, qui leur fournit la cam dont ils ont besoin, qui évolue avec eux, avec qui ils vont pouvoir envisager des nouveaux processus, des nouvelles expériences. C'est vraiment très très dépendant, il n'y a pas de théorie et de choses vraiment figées. Encore une fois, le couple, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Enfin si, il y a des normes, mais c'est pas... Même si je vous donnais la norme, ça ne voudrait pas dire que pour vous, ça ne serait pas différent, en fait. Donc laissez les normes un petit peu de côté autant que vous pouvez et essayez de vivre les expériences que vous avez envie de vivre et de la manière dont vous avez envie de les vivre,
si peu que ça soit en cohérence avec la manière dont l'autre a envie de les vivre aussi. Hein. Le but, c'est pas d'imposer sa vision à l'autre, mais c'est d'être dans une forme de proposition de relation à l'autre. Et si l'autre accepte cette proposition, et bah, du coup, vous aurez tout gagné parce que vous pourrez tester la manière dont vous avez envie de le vivre. Ok, est-ce que j'ai fini les raisons pour lesquelles les gens se quittent? L'entourage, ah oui, un écart aussi. Le fait qu'il y ait un écart sur des critères qui peuvent être importants pour les personnes. Par exemple, un écart de revenus peut être source de tension et peut donner lieu à une séparation. Un écart intellectuel. Par exemple, quelqu'un qui a fait des grandes études et quelqu'un qui et pas du tout là-dedans, ben, peut-être que ça pose pas de problème à un moment donné, ça peut en poser à un autre moment. Un écart dans la façon de vivre ou d'envisager le rôle des amis. Par exemple, quelqu'un d'hyper sociable qui a besoin de voir du monde tout le temps, et puis l'autre qui est plutôt casanier, qui a besoin vraiment de voir personne et de rester chez lui, éventuellement avec son ou sa partenaire, mais pas plus quoi. Éventuellement un chat, mais pas plus. Donc, vous voyez que finalement, il peut y avoir des écarts dans les styles de vie, dans les aspirations aussi. Si quelqu'un, encore une fois, a envie d'avoir des enfants tout de suite, ou que l'autre a envie vraiment de ne pas avoir d'enfants du tout, ou alors dans 10 ans. Et bien ça peut créer des tensions dans le couple parce que le couple finalement ne va pas dans la même direction et du coup ça peut provoquer l'éclatement du couple, mais en tout cas des tensions aussi dans le couple. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Le cap des 7 ans, tournant dans le couple, etc., c'est un peu n'importe quoi aussi. Oui. Alors, j'avoue que parfois, dans les thérapies, à des vues de faire passer une idée, j'utilise la notion du cap des 7 ans comme si j'y croyais, dans le sens où pour moi, c'est qu'une métaphore, encore une fois, en fait. L'écart d'âge, oui, ça peut être aussi problématique. Alors encore une fois, ça dépend des périodes de vie. Je pense que ça peut être problématique quand la personne est très jeune, notamment quand il y en a un qui est mineur et l'autre qui est majeur. Ça peut poser problème. Quand c'est jeune adulte avec quelqu'un de beaucoup plus mature, ça peut poser problème aussi parce qu'ils ne sont pas forcément dans la même étape de vie et surtout il va y avoir une pression sociale qui peut s'exercer de la part des parents, de la part des amis, une incompréhension qui peut être assez difficile à vivre. Après, ça peut être à la fin de vie. Voilà, il y a toute une période où ça peut ne plus poser problème. Par exemple, entre 30 ans et 50 ou 60 ans, éventuellement, ça peut ne plus poser problème parce que finalement, la différence d'âge ne change pas forcément les activités, les enjeux, le fonctionnement. Ça va pas forcément changer. Mais par contre, dès qu'on va repasser du côté qu'il y en ait un à la retraite et l'autre qui n'est pas à la retraite, qu'il y en ait un qui soit vieillissant et malade et puis l'autre pas du tout, qui est en plein milieu d'une phase de forme, ça peut poser problème. Mais encore une fois, ça dépend énormément des personnes et des couples. Moi, je connais des couples qui ont une grosse différence d'âge et pour lesquels ce n'est absolument pas un problème. Alors peut-être effectivement parce qu'ils sont dans cette tranche d'âge-là que je disais finalement entre 35 et 50-60 ans. Mais en tout cas, voilà, j'imagine que ça peut très bien se passer. Je pense à Céline Dion et avec son mari, il y a une grosse différence, enfin, il y avait une grosse différence d'âge. Ça n'a pas posé problème pendant a priori assez longtemps. Donc, encore une fois, pas de règle. Pas de règle. Mais oui, les écarts de ce type-là peuvent poser problème du moment où ça pose un problème à la personne ou à l'entourage de la personne, ce qui peut du coup poser problème à la personne. Ok. Quand on annonce à la personne que c'est fini, c'est pas plus facile ou moins facile que d'entendre que c'est fini. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 important à savoir. C'est qu'en fait, prendre la responsabilité de l'annonce de la rupture, c'est pas quelque chose de simple. On pourrait penser que c'est quelque chose de simple. Alors, c'est quelque chose qui est a priori plus simple, par exemple, pour les gens qui quittent facilement, dans la typologie que je vous ai dit tout à l'heure. Mais il faut vous dire que s'ils quittent facilement, c'est parce qu'ils ont l'angoisse finalement que l'autre les quitte, ou alors le besoin de contrôler, ou alors qu'ils sont pas attachés dans la relation, dans les cas que je vous ai proposés. Donc, quitter quelqu'un, quitter quelqu'un, c'est pas beaucoup plus facile, de fait, que d'être quitté. Ça peut même être plus difficile, dans le sens où on doit porter la responsabilité de l'annonce.
C'est un peu comme le médecin, encore une métaphore, désolée, je suis désolée. C'est un peu comme le médecin qui annonce un cancer. Eh ben, c'est une grosse responsabilité, c'est difficile, c'est hyper difficile, c'est pas facile d'annoncer des choses comme ça, d'annoncer à l'autre qu'on va chambouler son organisation, sa vie, sa sécurité, ses projets. C'est pas évident. Et puis il faut se dire que si on l'annonce à l'autre, ça veut dire qu'on va devoir aussi soi-même enfin, gérer tous ces changements-là aussi. Alors en général, celui qui annonce la rupture, du coup, a un coup d'avance par rapport à celui qui reçoit l'annonce, dans le sens où, vu que c'est sa décision, il a peut-être déjà anticipé deux, trois éléments, notamment sa sécurité ou le côté affectif. Il en est peut-être à un autre stade pour pouvoir annoncer la rupture. Mais, mine de rien, c'est difficile. En général, celui qui quitte a quand même le mauvais rôle dans la relation. Et puis, socialement, faut aussi assez faut réussir à le gérer, en fait. C'est-à-dire que quand vous quittez quelqu'un, potentiellement, vous pouvez avoir sa rancœur à lui, mais aussi la rancœur de ses potes, sa famille. Enfin, voilà, on peut avoir aussi un retour lié à l'annonce, alors même que peut-être que l'annonce de la rupture était peut-être manipulée par lui, par l'autre, s'il est passif, ou alors était peut-être inévitable ou logique par rapport à comment la relation était à ce moment-là. C'est-à-dire que si vraiment la relation est pleine de disputes, qu'on a cherché des solutions, qu'on n'en a pas trouvé, que il y a des projets de vie qui sont vraiment très différents, et finalement celui qui rompt, quelque part c'est une forme de solution par rapport à toutes les problématiques qu'il y avait avant, en fait. C'est pas forcément un problème, c'est une solution, mais ça peut être vécu comme un problème par celui qui reçoit l'annonce. Donc ça va être vraiment, il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'encore une fois, c'est pas facile d'annoncer, et souvent on a le mauvais rôle quand on annonce à l'autre qu'on le quitte. Il peut y avoir du chantage affectif, on va en parler par rapport aux étapes du deuil, je vais l'évoquer maintenant, mais encore une fois, gardez en tête que c'est pas parce que c'est lui ou elle qui a quitté que ça veut dire que c'est facile. En fait, moi en cabinet, je reçois des personnes qui effectivement ont été quittées, qui ont subi la rupture, mais je reçois aussi des gens qui ont dû se séparer de personnes avec lesquelles ils étaient depuis longtemps et pour lesquelles c'est difficile, c'est vraiment très difficile en fait. Donc, encore une fois, gardez cette idée-là que la rupture c'est difficile pour les deux, ou ça peut être facile pour les deux, ou ça peut être facile pour l'un et difficile pour l'autre, mais pas forcément celui qu'on croit. Ok, donc maintenant on va parler des étapes du deuil, c'est-à-dire une fois qu'on a annoncé à l'autre que c'était fini, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans notre propre tête à partir du moment où on a pris la décision en fait? Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc au moment où vous annoncez à l'autre que c'est fini, il y a déjà un premier élément qui est généralement... alors, je vais tous vous les faire et après vous allez voir que finalement il y a des étapes qui se font déjà avant, en fait, avant la séparation. Mais en tout cas, on peut passer par une phase de choc et de sidération, c'est-à-dire, ah, je m'y attendais pas, qu'est-ce qui se passe? Mon monde s'écroule, je ne sais absolument pas comment gérer la situation, que dois-je faire, où vais-je, qui suis-je? Bref, une espèce de sidération en mode, ah. Et en général, d'ailleurs, même physiquement, au moment de l'annonce, il y a des personnes qui s'effondrent, qui s'écroulent. Elles ont les jambes vraiment coupées, elles ont le souffle coupé, il peut y avoir vraiment des choses de cet ordre-là. Donc on peut passer par une phase de sidération, de choc, qui est plus ou moins longue. Il y a même des gens pour lesquels ça dure, elles sont sidérées comme ça pendant plusieurs jours, en fait, voire plusieurs mois. Enfin, il faut vraiment voir qu'au plus on investit une relation et au plus on n'est pas dans ce temps-là de la séparation, on est à 10 000 lieues d'imaginer que, au plus on peut être sidéré, d'autant plus si on est un peu sensible et un peu relié à ses émotions, et voilà. Donc, la sidération, puis après il peut y avoir le déni ou le refus. Donc ça peut être, non, il m'a pas quitté. Quoi? Non, mais... Voilà. Et vous voyez, des gens des fois qui sont tellement dans le déni qu'en fait elles continuent à vivre exactement comme si l'autre leur avait rien dit, en fait. Et ça peut être hyper inconfortable pour l'autre comme pour soi, en mode, mais en fait je t'ai dit que c'était fini en fait hier, pourquoi tu viens et tu m'embrasses pour me dire bonjour? Enfin, ça peut donner des situations tout à fait incongrues et hyper perturbantes pour les deux quand on est dans cette phase de déni. Alors le déni et le refus,
c'est vraiment deux choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que le déni, on va être normalement sur quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément conscience qu'on est dans le déni, qu'on n'a pas voulu entendre une information qui était trop insupportable pour nous. Le refus, c'est vraiment, bah non, 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 tu me dis que c'est fini, mais non. En fait, voilà. Donc en fait, on est toujours ensemble. Et donc, il peut y avoir encore... En général, quand il y a un refus de la séparation, soit il y a une négociation et on va essayer de trouver des solutions, soit, soit ça peut monter en agressivité. Très souvent, il va y avoir une dispute. Souvent, quand il y a du refus que l'autre parte, si peu qu'il ait maturé son truc et que vraiment ça ait vraiment du sens pour lui, cette rupture-là, si l'autre lui dit non, c'est un peu comme une prise d'otage, en fait. Donc quand il y a une phase de refus comme ça peut être hyper, hyper, hyper violent, en fait. Donc ensuite, il y a la colère. Donc on voit qu'entre refus et colère, ça peut facilement... Enfin, il n'y a qu'un pas, quoi. Déni et colère, il n'y a qu'un pas, mais bon, ça peut se passer de manière inconsciente. Mais en tout cas, on peut passer par une phase de colère. La phase de colère, c'est la phase où on va y avoir de l'agressivité à l'intérieur de soi qui peut être dirigée contre l'autre. Donc on va être dans le reproche, on va être dans le calcul de qui a fait quoi, à quel moment et qui est fautif. Bref, on cherche le coupable, on cherche à faire mal à l'autre. On est vraiment mal dans cette relation et dans cette rupture et dans ce truc-là. Et du coup, on va extérioriser la colère. Mais on peut être aussi dans une colère interne. C'est-à-dire qu'on peut être en colère contre soi, notamment s'il y a eu des histoires de tromperie, on peut être en colère contre soi de ne pas l'avoir vu ou d'avoir laissé passer. Ou si peu qui est depuis longtemps, par exemple, de la violence conjugale, qu'elle soit physique ou verbale ou mentale ou peu importe, et que la personne était vraiment dans un truc de loyauté, dire non, mais non, je continue par rapport au couple et tout ça, on a trop investi pour s'arrêter maintenant, machin. Et si l'autre arrive et qui dit bah, c'est fini, là il peut y avoir une énorme colère envers soi. En mode non, mais attends, t'es bien bête. Franchement, toi, t'as fait tous ces efforts-là et l'autre, il te quitte comme ça, mais il a bien raison parce que franchement, tu vaux rien. Enfin, vous voyez, il peut y avoir vraiment des phases de colère contre soi. Il peut y avoir des phases de colère contre l'autre. Il peut y avoir aussi de la colère contre l'univers, le monde entier. Il y a des personnes qui vont insulter Dieu, la lune, le soleil, les amis, la famille, les profs, enfin, je sais pas, le système. Bref, il peut y avoir vraiment de la colère qui peut être dirigée à différents endroits. Ensuite, donc hop hop hop, ça fait la quatrième étape, c'est la phase de peur. C'est-à-dire que on commence à voir que vraiment, vraiment là il y a une séparation et en fait ça remet en cause tellement de choses qu'on commence à avoir peur. On commence à avoir peur de demain, on commence à avoir peur d'être tout seul, on commence à avoir peur. Bref, il peut y avoir une forme de peur, de crainte de l'avenir, de soi, de l'autre, des conséquences, mais on est surtout sur de la peur de l'avenir, généralement. Peur de ne pas s'en sortir, peur de ne pas y arriver, voilà, ça peut être des peurs par rapport à soi et un manque de confiance en soi. En tout cas, vous voyez que ça peut y avoir ce genre de réaction aussi qui est important à prendre en compte. Puis après, il peut y avoir une phase de négociation. C'est-à-dire, on va négocier, justement, je vous parlais de la phase où on restitue les choses, on partage les choses et tout ça. Il peut y avoir de la négociation, par exemple, qui garde les enfants, toi tu gardes le chien et moi je garde la maison, toi tu gardes tel cercle d'amis et moi je garde celui-là. Quand on commence à se partager des amis, ça arrive, hein, pour le coup. Ou alors il y en a un qui dit ouais mais on travaillait dans la même boîte, là ça va plus être possible, donc ce que je te propose c'est que en fait tu changes de service, tu demandes ta mutation, ou alors je demande ma mutation et comme ça sera bien. Donc il peut y avoir toute une phase de négociation qui est quand même déjà une phase un petit peu avancée, mais en tout cas on commence déjà à redistribuer un peu les cartes, à remettre en place des choses, en tout cas à élaborer le fait qu'il va falloir mettre en place des choses et se réattribuer les choses un peu différemment. Ensuite, on peut passer par une phase de dépression. C'est-à-dire qu'on a commencé à négocier, peut-être même que dans la phase de négociation, on était plutôt bien. Et là, il peut y avoir une phase où on commence à se rendre compte qu'en fait, c'est fini. Et c'est pas fini en mode c'est la rupture, mais il va falloir du coup dire au revoir à cette personne, ce couple, cette vie,
qu'on avait. Et du coup, il peut y avoir la notion d'avoir perdu quelque chose, perdu son temps, perdu une illusion, perdu une partie de soi, perdu quelqu'un, hein, parce que ça reste quand même une personne, hein, cette personne-là, perdu un idéal, voilà, perdu du sens. Et en fait, je vous avais dit quand on avait fait la session sur les émotions que la tristesse est vraiment reliée à la notion de perte. Et donc, quand on se rend compte de tout ce qu'on a perdu, à ce moment-là, on peut basculer dans une phase qui est une phase de dépression. Et encore une fois, la dépression a pour vocation de permettre une reconstruction. Donc on va se recentrer sur soi, c'est une phase très introspective en général, c'est une phase où on se coupe un peu du monde extérieur, des activités, on reste chez soi comme ça, dans son pyjama, dans sa couette comme ça, à manger des trucs qui nous réconfortent et qui nous permettent de gérer nos angoisses. Donc il va y avoir énormément de tristesse si vous passez par ce côté dépression. Ça me fait penser à Bridget Jones quand elle est sur son canapé en train de manger des gâteaux au chocolat et en train d'écouter des musiques tristes et tout ça. Voilà, c'est vraiment une phase qui est reliée à de la tristesse, qui est reliée à de la nostalgie, qui est reliée à toutes ces formes-là. Et qui va durer encore une fois plus ou moins longtemps selon les personnes, hein, comme pour toutes les phases. Il y a même des personnes qui ne passent pas par cette phase-là, mais en tout cas c'est une phase assez possible. Voilà, par rapport à ça. J'ai vu que ça réagissait. Oui, c'est le yo-yo des émotions. Des fois on se sent bien et des fois au plus mal, et c'est épuisant physiquement et moralement toute cette période. Oui, alors c'est épuisant et en même temps c'est nécessaire. Ça veut juste dire que votre cerveau est en train de traiter cette information et qu'il est en train de maturer. Là où il faudrait s'inquiéter, c'est si par exemple vous restez bloqué dans la phase de choc ou dans la phase de déni, ou si vous restez vraiment bloqué dans une des phases, c'est là où il va falloir demander de l'aide peut-être, ou envisager une stratégie un peu différente pour gérer les choses. Parce que sinon, toutes les phases, vous pouvez les traverser, vous pouvez être dedans. Si votre cerveau vous les propose, c'est que vous êtes capable de pouvoir les gérer. Mais si à un moment donné, vous voyez que ça bug et que ça reste plus que nécessaire ou plus que rationnellement vous auriez dit que ça pouvait rester, là c'est à ce moment-là qu'il faut demander de l'aide. Donc oui, c'est épuisant. C'est épuisant mais c'est nécessaire. Ok, on continue. Donc il y a une phase de dépression qui va se transformer petit à petit à une phase juste de tristesse. Bah oui, ça va, je suis plus au 36e dessous, mais je suis encore un peu triste par rapport à ça. Et puis il y a une phase d'acceptation. Ok, je suis un peu triste, mais là, je passe dans une phase où ça y est, j'ai accepté que c'est vraiment fini. Pour la phase de négociation, il peut y avoir une négociation, on peut essayer des retours en arrière, de se remettre avec l'autre dans cette phase-là aussi de négociation. De négocier des relations mixtes entre les deux. Voilà. Donc la phase d'acceptation, c'est vraiment, on accepte que vraiment c'est fini. Qu'a priori, la relation ne se remettra pas en place. Et donc là, on entre dans une phase où on remonte. Vous voyez, après la phase de tristesse, justement, c'est pour ça qu'elle est importante, cette phase de tristesse. C'est que cette phase de tristesse sert à préparer l'acceptation, parce qu'on a besoin de se rendre compte de tout ce qu'on a perdu pour pouvoir accepter qu'on l'ait perdu, en fait. Pour pouvoir rentrer dans cette phase d'acceptation. Donc dans cette phase d'acceptation, on remet le pied à l'étrier, on commence à remonter, on commence à réenvisager les choses un peu différemment, à se rouvrir, parce que la phase de tristesse, on était fermé. Là, la phase d'acceptation, on commence à se rouvrir de nouveau. On commence à faire un peu l'état des lieux des dégâts et des apprentissages. Et on commence à retourner. On commence à aller vers du pardon aussi. On va peut-être commencer à pardonner ce qui s'est passé dans le couple, pardonner l'autre, se pardonner à soi, pardonner aux différents acteurs qui sont intervenus. Et puis on va commencer à chercher du sens. C'est une autre phase, la quête de sens. On va commencer à chercher de nouveau un nouveau sens à sa vie, une nouvelle façon de pouvoir envisager les choses, de pouvoir s'organiser, des nouveaux projets, des nouvelles amitiés, des nouveaux liens. Des fois, on va être sur une phase dans cette phase-là, une nouvelle coupe de cheveux, un tatouage. On est vraiment sur le truc de se réapproprier sa vie, son corps, son être en entier. Donc, ça va être vraiment dans cette phase de quête de sens où on va avoir des phases expérimentales, par exemple. Où on va essayer de nouvelles choses, se tester, se découvrir. Voilà, ça sert aussi à ça. Et puis, on va repasser à une phase qui est une phase de sérénité. À un moment donné, voilà. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les
sur les systèmes en crise. On est clairement sur une notion de crise quand on parle de rupture, et vu que l'être humain est un système à lui tout seul, et bien en fait il se met en crise, le système est en crise, et à un moment donné, à la fin de la crise, on retrouve un nouvel équilibre, et c'est ce qui est décrit par cette notion de sérénité à la fin de la période de deuil. Donc bien évidemment, quand je vous dis les étapes du deuil comme ça, ce sont quasiment les mêmes étapes, quel que soit le deuil. Que ce soit le deuil d'une personne, que ce soit le deuil d'une relation, que ce soit le deuil d'une période de vie, le deuil d'un boulot, le deuil de... On peut passer par toutes ces phases. Alors selon votre personnalité, bien évidemment, vous allez passer plus ou moins par toutes ces phases. Il y a peut-être des phases que vous n'allez pas faire parce qu'elles n'ont pas de sens ou parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous les avez déjà faites alors même que vous étiez déjà encore dans la relation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui c'est facile de quitter parce qu'en fait, elles ont déjà fait tout le deuil de la relation avant même la rupture. Elles ont déjà fait tout le travail. Elles sont déjà passées, alors pas par le choc et la sidération, sauf s'il y a eu une histoire de rupture ou trahison, des choses comme ça, mais elles sont déjà passées par une phase de déni en mode non, 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 c'est pas possible, je vais pas le quitter, machin. Elles peuvent passer par des phases de colère, par des phases de peur, de négociation avec elles-mêmes, de dépression. Enfin bref, on peut très bien avoir ces étapes du deuil vécues par la personne avec elle-même, alors même qu'elle est encore en couple qu'a priori ça se passe bien, mais en fait à l'intérieur d'elle, tout ce processus est déjà en train de se faire. Il y a des personnes pour qui certaines étapes vont être sautées parce qu'elles ne sont pas possibles au moment où ça se produit. Pas possible parce que ça remettrait trop en cause le psychisme ou la personne, la personnalité, parce que la personne a besoin de son énergie pour gérer quelque chose qui vient d'arriver, qui est très important. Bref, les étapes du deuil, on peut en avoir des étapes qui sautent et qu'on va pouvoir voir ressurgir plus tard, notamment quand c'est des deuils de personnes ou même de relations, hein, pour le coup, ouais, ça peut arriver. Par exemple, la phase de dépression. Peut-être que les personnes ne vont pas passer par la phase de dépression, qui vont être vraiment dans le côté très pragmatique de la gestion de la rupture et de la séparation. En mode, bon ok, on s'est séparés, ok, bon, petit déni, ouais, t'es sûr vraiment, ok, ils renégocient un petit peu, machin, ok. Et à un moment donné, petite peur, colère, elles vont passer très très vite les étapes. Et puis, 6 mois après, 1 an après, paf, une dépression, et on ne sait pas du tout d'où ça sort. Et quand on creuse un peu, en fait, c'est la phase de dépression qui manquait au moment des étapes du deuil de la relation. Donc il se peut que vous ayez à un moment donné un retour, nous on appelle ça le retour du refoulé, mais en tout cas un retour d'une étape qui n'a pas été faite correctement, et puis il se peut aussi que vous ayez des étapes qui vous parlent pas. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas facilement impressionné, qui n'est pas facilement surpris, peut-être que la notion de choc, ben, vous aurez peut-être pas de choc parce qu'en fait ça a du sens pour vous aussi, en fait. Même si on vous annonce que la séparation, peut-être que vous n'allez pas être sidéré, ça sera peut-être exactement ce que vous vouliez entendre, ou alors l'autre avait donné suffisamment d'indices pour savoir qu'il en était là, par exemple. Donc ça vaut le coup de se dire, ok, bah voilà, c'est les étapes décrites. Encore une fois, c'est les mêmes étapes pour un décès, pour tous les deuils possibles. Donc, mais on les retrouve de manière quasiment systématique, mais non obligatoire. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Ok. Pour les cheveux, nouvelle coupe, nouvelle vie. Tout à fait, mais tout à fait. Très 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 fréquent cette notion-là. Alors qu'avant, il y avait peut-être une notion de laisser aller, de se laisser aller dans la relation, on ne faisait pas forcément attention à soi, machin. À un moment donné, il y a besoin de se réapproprier son corps. Ce corps qu'on a prêté à l'autre, qu'on a partagé avec l'autre, pour lequel on a vraiment laissé l'autre avoir une emprise sur ce corps, avoir du pouvoir, peu importe. À un moment donné, il peut y avoir cette notion de je me réapproprie mon corps. Ça peut être aussi un style, si par exemple votre ex était toujours dans le fait de vous dire que vous aviez des très beaux cheveux longs et qu'il voulait absolument pas que vous les coupiez, et bien peut-être qu'à un moment donné, vous allez vouloir, la première chose que vous allez vouloir dans cette phase de quête de sens, ça va peut-être être de couper vos cheveux, voire même de vous raser la tête, enfin j'en sais rien, en tout cas il peut y avoir des choses de cet ordre-là qui permettent de se réapproprier son corps. Les tatouages sont encore une fois un très bon signe de ça aussi. Il y a pas mal de personnes qui entament un régime, qui font du sport, bref on est vraiment dans une réappropriation de sa vie,
dans une réappropriation de son corps, voilà, de ses habitudes, dans un retour à ses valeurs profondes aussi, dans ces peut-être des valeurs qu'on a mises de côté à cause de la présence de l'autre et de l'incompatibilité avec les valeurs de l'autre. Et là, quand il n'y a plus l'autre et quand on est dans cette phase de quête de sens, on va avoir un retour des valeurs qui sont les plus importantes pour la personne. Ok, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? J'ai l'impression que ça roule pas mal. Les retours que j'ai pour l'instant n'ont pas l'air problématiques, donc n'hésitez pas. Donc que faire une fois que l'annonce a été faite pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir se remonter la pente? Donc vous aurez bien compris que ça après la phase de tristesse, donc acceptation, pardon, quête de sens, sérénité. Cette phase-là, comment on l'optimise? En tout cas, tout le processus de deuil, comment on l'optimise? Donc déjà, c'est le fait de se dire, par rapport à ce que je ressens, c'est ok. C'est ok d'être triste, c'est ok d'être en colère, c'est ok d'en vouloir à la terre entière, c'est ok d'être en pleine dépression, d'être centré sur soi, c'est ok d'avoir envie de sortir, d'avoir des compulsions, vraiment dans le sens où à un moment donné, c'est votre corps, votre cerveau, votre organisme psychique a besoin de passer par ces étapes-là et d'être un peu dans l'acceptation de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire être passif, mais ça veut dire être un peu dans l'acceptation, voire dans l'accompagnement de ce qui se passe. Y a des personnes qui, une fois qu'elles sont une fois qu'il y a eu rupture, elles vont chercher directement un autre fournisseur, par exemple. Donc un nouveau dealer qui va leur donner exactement le cocktail qui leur manque. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des fois des schémas répétitifs où finalement on se rend compte qu'on a toujours le même type de partenaire et on ne comprend pas pourquoi. Et bien des fois c'est parce que tout simplement on n'a pas laissé assez de temps au deuil, on n'a pas fait totalement le tour et du coup on a oublié de redonner du sens à sa vie. Ou alors on a à un moment donné on n'est pas passé dans la notion de quête de sens sur le fait de se connaître vraiment et de connaître ses besoins et d'identifier que ses besoins avaient peut-être changé. Après, c'est peut-être aussi que vous prenez le même type de fournisseur qui vous fournit exactement le même type de cam parce que c'est exactement ce qu'il vous faut aussi. Mais en tout cas, ça peut être effectivement de chercher d'autres fournisseurs. Alors, je parle d'un fournisseur, mais ça peut être de plusieurs fournisseurs, c'est-à-dire de se refaire des amis, de se refaire du lien social, de se rapprocher de sa famille. Voilà, ça peut être des moyens en fait de gérer le manque un peu différemment et de manière beaucoup moins violente en fait. Donc pas de question, super. Quitter ou être quitté, c'est hyper important d'être bien accompagné par l'entourage. Oui, enfin c'est hyper important si c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a des personnes qui quittent ou qui sont quittées mais qui gèrent ça très bien toutes seules en fait. Pour qui même l'entourage serait un mauvais influenceur parce qu'il ferait replonger ou parce qu'ils auraient tendance à aller trop vite dans le processus de deuil ou enfin voilà, donc l'entourage n'est pas forcément toujours aidant, mais chercher dans son entourage les personnes qui vont vous aider et qui sont vraiment aidantes, ça c'est intéressant et c'est important. Encore une fois, les personnes qui vont être vraiment aidantes, en fait, c'est les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, qui vont rien vous demander, qui vont pas forcément vous conseiller quand vous n'avez pas besoin d'être conseillé, parce qu'encore une fois, le but c'est pas d'aller griller les étapes du deuil, c'est juste d'être dans l'acceptation de toutes les étapes et au plus on les accepte, au plus elles passent vite en fait. Dans ton cas, oui, ça a été aidant, ou en tout cas c'est aidant d'avoir ton entourage, oui, oui. Encore une fois, si pour toi le lien social est très important, ce qui me semblait être le cas d'après tous les échanges que j'ai pu voir sur les lives, ben oui, ton entourage sera important parce que tu as besoin de lien social. Donc, encore une fois, ça dépend, c'est très personnel, mais voilà, ça peut être une technique en tout cas de ne pas rester isolé si vraiment vous ressentez trop de manque. Dites-vous que vos amis ont une partie de ce qui vous manque dans l'être aimé, c'est-à-dire ne serait-ce que la valorisation sociale, l'affection, même si c'est pas exactement le même type d'affection, mais peut-être que une personne peut vous apporter ça. Il y a des personnes aussi qui vont chercher justement la sexualité à l'extérieur sans pour autant essayer de créer du lien. Et bien c'est une façon de combler un de ses besoins à ce moment-là. Pour moi, c'est pas forcément satisfaisant tout le temps comme stratégie parce que concrètement, ça n'aide pas à faire face à soi-même en fait, à gérer vraiment le truc. Mais ça peut le diluer un petit peu, mais du coup, ça sera généralement soit plus court,
soit plus long. Voilà, ça va jouer sur le temps qu'il faut pour pouvoir passer ces différentes étapes. D'aller, par exemple, chercher une relation tampon. Vous voyez, une relation qui permet juste de faire le tampon entre l'ancienne relation et la vie d'après. Pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, ça dépend des personnes en fait. Ok, que faire après une rupture? Et bien justement, c'est ce que je vous disais, c'est l'occasion de se poser des questions sur soi. Sur ben voilà, qui je suis, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, du coup, indépendamment de l'autre, où est-ce que j'en suis de ma vie, de mes projets, de mes envies, de mon cercle social. Voilà, c'est un moment qui vraiment est idéal pour de l'introspection. C'est un moment charnière où vous allez pouvoir justement travailler sur vous, sur votre mode de réaction, sur vos émotions, voilà, donc c'est un moment idéal pour travailler sur soi, alors que ça soit pour mieux se connaître, mais ça peut être aussi demander de l'aide aussi, encore une fois, un psychologue, un ami, un guide spirituel. Il y en a plein qui, à ce moment-là, ont besoin de faire des retraites spirituelles, ben, pourquoi pas. Encore une fois, attention aux sectes dans ces moments-là quand même, s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un moment pour travailler sur soi, surtout dans cette phase de quête de sens. Voilà, à quelle place a la spiritualité dans votre vie, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important. Là, il y a des gens qui changent tout, en fait, à ce moment-là. Qui changent d'orientation professionnelle, qui changent de carrière, qui changent de ville, qui changent de pays. Voilà, c'est peut-être le moment, effectivement, de se poser des questions et de faire des choix un peu différents. C'est le moment justement, on le disait là, de renouer des liens avec son entourage social, parce que peut-être qu'on les a un petit peu délaissés pendant la relation, parce qu'on était moins disponible, parce qu'il y avait des anicroches avec certaines parties des personnes de votre vie. Et ben c'est peut-être l'occasion, là maintenant que c'est réglé, de pouvoir renouer avec ces personnes si ces personnes sont importantes pour vous. Je pense notamment des fois à la famille, quand ça se passe mal entre le compagnon, la compagne et la famille. Ben, peut-être que ça peut être l'occasion d'aller les revoir. Alors oui, bien sûr, vous allez avoir la réflexion de ah ben tu viens nous voir parce que ça va parce que tu t'es séparé d'avec cette personne. Ben oui, et alors je suis revenue. Donc ça peut être l'occasion de renouer des liens, de créer des choses un peu différentes, ce qui va aussi vous préparer à de potentielles autres relations en fait. Donc ça vaut le coup vraiment pourquoi pas de renouer des liens avec des personnes qui étaient importantes mais avec lesquelles vous avez perdu un peu le contact. Il va y avoir la notion de récupération de territoire que j'ai évoquée déjà dans la quête de sens, mais ça va être de refaire des choses qui n'étaient pas possibles pendant la relation. Par exemple, si vous adoriez tricoter et que votre chéri trouvait ça totalement débile, mais que vous, c'était vraiment important, vous avez peut-être pris sur vous de dire, bon, ben d'accord, je le fais pas. Et là, c'est peut-être l'occasion de récupérer ce territoire-là. Parce que de toute façon, plus personne va vous dire quoi que ce soit. Donc, ça va être une reconquête de ce type de territoire, de son corps, de ses habitudes, de son temps, de son argent. Bref, ça va être vraiment une reconquête de tous les territoires de votre vie. Et vous allez vous rendre compte à ce moment-là, si vous faites ça, que en fait, vous êtes totalement complet. En fait, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous complète, qui vous complémente, et qui vous complimente aussi, mais qui vous complémente éventuellement, mais que vous êtes un être à part entière, un être complet avec des passions, avec des envies, des besoins, des capacités, plein de choses hyper chouettes. Ce qui est important aussi dans cette phase-là, et en tout cas en fin de phase, et c'est ce que je fais en thérapie et qui me semble tellement important, c'est la validation des acquis de l'expérience. Donc on fait une vraie VAE après une rupture, à savoir qu'est-ce que cette relation vous a appris. Plutôt que de dire qu'est-ce qu'elle vous a coûté, de dire vraiment qu'est-ce qu'elle vous a appris. Parce qu'en fait, ça, on a tendance à être dans le regret. Oui, j'ai perdu mon temps, ça m'a détruite, ça m'a pourri, j'ai beaucoup perdu. Ok, c'est vrai en partie, d'accord. Mais qu'est-ce que la relation vous a appris aussi? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Est-ce que c'est une connaissance sur vous? Est-ce que c'est une connaissance du monde? Est-ce que pendant cette relation, vous avez appris une nouvelle recette de cuisine? Voilà, de vraiment faire la validation de tout ce que cette expérience-là vous a apporté, vous a appris. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait peu et c'est hyper important. Mais j'en parle par rapport aux ruptures, mais ça peut être aussi par rapport aux expériences professionnelles, par rapport à vos vacances, par rapport, quelle que soit l'expérience, ça vaut le coup de se dire, ok, qu'est-ce que ça m'a appris? Toutes les difficultés vous apprennent des choses aussi.
tout ce qui est difficile vous apprenne des choses, dans le sens où vous survivez, donc vous avez appris quelque chose. Donc ça vaut le coup de se dire, ok, qu'est-ce que cette ancienne relation, et vous pouvez vous poser la question par rapport à vos ex, si vous avez des ex bien sûr, dire ok, cet ex-là, il était naze, nul, je reviendrai pas avec pour dessous et pourquoi je me suis mis avec, ok, mais qu'est-ce que la relation avec lui m'a appris? Ça peut être des premières fois. Ça peut être, encore une fois, plein de choses. Donc faites la liste de ce que ça vous a appris. Et je vous garantis que quand vous en arrivez à cette étape-là, c'est que globalement, vous avez plus ou moins terminé, bouclé votre processus de deuil. En tout cas, que vous avez suffisamment avancé pour pouvoir prendre cette relation comme toutes les étapes de votre vie, comme une chose que vous avez vécue, auquel vous avez survécu et qui vous a apporté, appris, façonné de quelque manière que ce soit. Donc c'est hyper important. Voilà, ça tombe bien parce qu'il est 21h31, donc je trouve que le timing est nickel. Je suis vraiment contente de finir pile poil, j'avais vraiment peur de dépasser beaucoup le timing. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais rester encore 1 ou 2 minutes ou un peu plus, ça dépend de vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la rupture, par rapport, ou des réflexions, ou des choses que j'aurais oublié de vous dire, des pans entiers que j'aurais oublié d'aborder? Si je peux y répondre rapidement. Hop. Oui, ce sont toujours des expériences et on apprend toujours. De toute façon, tout ce que vous vivez est une expérience. Le live, voir un live, c'est une expérience. Le coronavirus et le confinement, c'est une magnifique expérience. Et je vous invite d'ailleurs à faire le bilan de ce que vous avez appris pendant cette période-là, ou en tout cas d'envisager de le faire une fois qu'il y aura le déconfinement. Toutes les expériences vous apprennent, vous font grandir, vous façonnent. Et c'est hyper important de se poser la question de qu'est-ce que ça m'a apporté. Et je vous garantis que ça change la vision en fait qu'on peut avoir de cette expérience-là. Et encore une fois, quand on arrive à cette étape-là et qu'on l'a fait vraiment, qu'on l'a fait de manière sereine, c'est que déjà on a vachement avancé sur les étapes du deuil. Et à ce moment-là, vous pouvez même vous dire, franchement, je suis fière de moi d'avoir autant avancé pour pouvoir me rendre compte de tout ce que ça m'a apporté. Il y a des validations que vous ferez peut-être beaucoup plus tard aussi, hein. Soyez ok sur ça, vous ne vous apprendrez pas tout de suite, mais peut-être que ça vous a apporté d'autres choses que vous n'avez pas encore envisagées et que vous n'avez pas encore la capacité de pouvoir voir. Donc, encore une fois, tout va bien. Donc j'espère que cette soirée aura répondu aux questions sur les ruptures, parce que je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Donc les lives continuent a priori. Voilà, j'ai pas eu d'infos contraires, j'ai demandé, il n'y a pas forcément d'infos comme quoi on arrête, donc on continue. En tout cas, je ne peux pas revenir sur les CTU pour l'instant, donc moi ça me plaît bien de continuer. Donnez-moi des idées par rapport aux thématiques, vous pouvez les envoyer sur le messenger de cette page, et Chloé, si tu veux bien me les faire passer, les informations. Voilà, ou sinon je reviendrai voir. Donc je n'ai pas encore le programme de la semaine prochaine parce que je ne savais pas encore si ça allait continuer ou pas. Donc voilà, j'ai pas trop prévu. Donc n'hésitez pas à me proposer des thèmes, voire à revoir des thèmes qu'on a déjà fait, hein, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis du coup à mercredi prochain pour un thème que je ne sais pas encore. Voilà. Il y a une question? Ah, Émilie, t'as une question? Émilie, si tu as une question, c'est tout de suite. Que tu la dises tout de suite ou que tu te taises jamais. Dis-moi. Émilie, je t'écoute. J'ai vu qu'il y a Émilie qui a marqué question. Si les lives continuent, merci pour cette soirée. Bonne soirée à vous. Bon, Émilie, du coup, je n'ai pas ta question. Je vais devoir arrêter ici. Mais je reviendrai mercredi prochain. Donc, si tu es là, je répondrai peut-être à ta question si tu en as une. Ok, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, profitez de ce week-end, surtout s'il fait beau. Faites attention avec le déconfinement à pas faire n'importe quoi non plus, soyez raisonnables, voilà. Et profitez bien de la vie. Ciao, ciao!